Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 100% live, 100% sur le catch Ring the Bell. Aujourd'hui, on est reparti comme d'habitude pour un recap de la semaine qui s'est passée dans le monde du catch. Nous allons commencer bien sûr avec un recap de Raw. Ensuite, Maximilien, que je présenterai plus tard, fera son petit récap sur la EW. On parlera de trois news importantes cette semaine et ensuite un petit débat sur le SmackDown de ce soir. Mais tout de suite, la présentation de mon équipe de All-Star. Comme d'habitude, vous les connaissez, mais je vais quand même les présenter. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec le premier, c'est Auguste. Comment tu vas? Bonsoir à tous et à toutes. Je vais très bien. Merci, Poupa, pour cette présentation. Et comme chaque semaine, c'est un plaisir de parler catch avec vous. Et j'ai hâte que l'émission commence. Toujours un plaisir, bien sûr, d'être ici les vendredis soirs pour tourner cette émission. Le deuxième de cette équipe de All-Star, de cette line-up incroyable, c'est Maximilien. Comment tu vas? Ça va impeccable. Comme Auguste, je suis impatient de commencer cette émission, de parler de la semaine de catch. C'est toujours un rendez-vous que j'attends impatiemment pendant ma semaine, donc je suis très content d'être avec vous. Bonsoir tout le monde. Eh bien, on est tous très contents d'être là. On est un peu comme l'Undisputed Era, sauf que nous, on se met pas sur la gueule à la fin. Et au final, le dernier que je vais présenter, c'est Thomas. Comment il va? Ça va très bien, PA. Merci de demander. Toujours content d'être là avec vous pour parler catch. Eh bien, on va tout de suite commencer cette émission avec le récap de Raw et le premier segment qu'on a choisi cette semaine. C'est tout simplement le changement principal pour la carte de WrestleMania Backlash. Le match pour le titre de la WWE n'est plus un match simple Lashley contre Drew McIntyre. Non, Braun Strowman s'est joint à la fête et ce sera donc maintenant un triple menace après les événements du Raw de cette semaine. Thomas, toi, qu'est-ce que tu as pensé alors déjà des segments autour de ce match qui ont pris beaucoup de temps dans le Raw et ensuite de ce changement de pas tellement dernière minute au final. Alors, autant les segments, comme tu l'as dit, ont pris beaucoup de place sur le Monday Night Raw, ça m'a pas vraiment hypé, j'étais pas vraiment dedans. C'est plus le changement qui m'intéresse, l'ajout de Braun Strowman. Donc je suis très content déjà, c'est une bonne nouvelle. On va pas dire ça très souvent sur Monday Night Raw, donc autant en profiter. Je trouve que c'est une bonne chose. Et je l'attendais un peu plus tard, moi, j'avoue. On en a déjà parlé la semaine dernière. Je l'attendais un peu plus tard. Bah, ça arrive maintenant pour WrestleMania Backlash. Je veux dire que Backlash maintenant, parce que ça va être trop long. Mais pour ce Backlash, ça peut être une bonne chose. Est-ce qu'il peut gagner? Oui, je pense, parce que il a tout. Il est sur une bonne lancée. Déjà, bah, avec sa victoire à WrestleMania face à Shane McMahon. Puis depuis quelques semaines déjà, il, il est mis en avant, contrairement à McIntyre. Donc, puisque là, il a eu un match simple, un match handicap et un match par équipe, c'est ça, hein, que tu me contredis si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est Exactement, ça. c'est ça, Voilà, donc totalement. c'est euh, c'est la première fois que ça arrive, il semblerait. Selon les stats qui sont un peu passés un peu partout sur Twitter et sur les chaînes YouTube, c'est la première fois que ça arrive, donc c'est une bonne chose pour lui, ça prouve qu'il est mis en avant. Donc, je suis content de ce changement et franchement, j'espère qu'il va gagner à Backlash. Je serais très content de le voir gagner parce que Braun Strowman, on a envie de le voir en haut de l'affiche. Il est là pour ça, pas pour jouer les guignols face à des gens qui n'ont rien à faire là. Eh bien, on a un fan de Braun Strowman dans l'assemblée, ce qui est rare. Il faut quand même le préciser. Toi, Maximilien, est-ce que Fan, on se calme. Fan, non, mais j'aime bien. tu es autant fan de Braun Strowman que Maximilien est fan de Tamina? Voilà, c'est dit, c'est Non, lancé. s'il te plaît, non, non, je C'est refuse lancé et ça. c'est la première référence à Tamina. Bien sûr, il y en aura peut-être d'autres. Je ne sais pas. On verra. Je vais donc donner la parole au fan favori de Tamina, bien sûr, Maximilien, pour savoir ce qu'il a pensé, lui, de ce changement pour WrestleMania Backlash. Écoute, on passe d'un train à l'autre, on passe du Tamina Train à Braun Strowman dans sa gimmick de train, de locomotive lancée à toute vitesse. Très très fort, ça. Je partage l'avis de Thomas sur à peu près tout. C'est-à-dire que déjà, il a commencé par dire que tout ce qui entourait comment dire, le changement, bon, c'était pas forcément la peine d'en parler parce qu'on parle quand même de Raw qui est une plaie pour tous les fans de catch. Et finalement, le résultat des segments, c'est toujours ce qui est le plus intéressant. Je suis content de voir que Strowman a été ajouté à ce combat. Parce que ouais, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un personnage qui, de par son physique, de par son attitude, se doit de toujours apparaître dans le haut du tableau, dans le haut de la carte. Et il n'y a rien de plus haut qu'un match pour le championnat du monde.
Donc ça c'est super. Je suis impatient de voir ce combat parce que déjà parce que j'aime beaucoup toujours la dynamique des matchs triple menace et que en fait j'ai l'impression que peu importe le résultat du combat à Backlash, ben je serai content parce que bon même si McIntyre me fait pas énormément rêver, ça reste un des personnages principaux à la WWE actuellement. Donc ce serait un résultat crédible. J'adore Bobby Lashley en tant que champion et j'aime beaucoup son règne pour l'instant. Et Braun Strowman parce qu'il a jamais remporté le championnat mondial. Ça lui manque. Je pense que c'est un personnage qui a besoin d'un titre mondial. Donc je suis impatient. Je suis impatient qu'on arrive à WrestleMania Backlash. Et je suis impatient de voir comment ce combat va se dérouler. Si je peux me permettre une petite précision, une petite correction, Braun Strowman a déjà gagné un titre mondial. Il faut se rappeler qu'il a battu l'invincible Goldberg à WrestleMania 36 pour gagner le titre universel. C'est étonnant, j'avais carrément zappé. Non, c'est très peu étonnant, vraiment pas. Je vais vite rebondir sur ce que tu as dit. Raw est une plaie, effectivement. Et bien sûr, on embrasse notre chère rédactrice qui nous fait les top flops de Raw chaque semaine. C'est compliqué pour elle. On la soutient très fort. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce de ce match triple menace à Backlash? Alors, d'un côté, je rejoins Maximilien et Thomas sur Raw, en fait, hein, sur le fait que ces segments prennent beaucoup de place, que c'est long, que c'est pas toujours intéressant. Pour ce qu'il nous raconte, il pourrait faire la même chose en beaucoup plus court, et du coup, ça rajouterait une énergie supplémentaire. Mais sur la conséquence, je suis content de voir Strowman dans le main event et dans un match pour le titre contre Lashley. Simplement, moi, je comprends pas pourquoi ils ont mis McIntyre. Enfin, j'aurais préféré au final voir un Lashley Strowman en solo plutôt que McIntyre se greffe encore vers la route du titre mondial. Par contre, et en plus, ça aurait permis d'avoir deux rivalités distinctes, d'avoir d'un côté Lashley avec MVP contre Strowman, et de l'autre McIntyre contre T-Bar et Mace, et il aurait pu faire passer T-Bar et Mace comme des tombeurs du symbole du pouvoir à Raw, et le pouvoir à Raw, c'est McIntyre. Enfin, sur la dernière année, c'est quand même lui l'affiche principale à Raw. Donc il va pu faire deux rivalités distinctes. Au lieu de ça, ils ont mis tout le monde dans le même sac, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Je voulais juste revenir sur la promo que MVP et Lashley ont fait après les matchs. J'ai bien aimé que MVP fasse référence au règne de champion US qui a eu Lashley l'année dernière, disant qu'il a perdu son titre sans être impliqué dans le tombé, parce qu'il avait perdu dans un triple menace, et que là il peut reperdre son titre dans un match triple menace sans être impliqué dans le tombé final. Je pense que c'est un bon filon à exploiter, donc j'aimerais bien que Strowman gagne le titre mondial à Backlash sur McIntyre, et qu'après on parle vraiment sur une rivalité Lashley Strowman pour le titre mondial, et McIntyre qui redescend dans la mid-card, upper mid-card s'il faut, mais qu'il s'éloigne du titre mondial, et qu'on ait vraiment ce choc de poids très lourd entre Lashley et McIntyre sur les prochains mois, Money in the Bank, Extreme Rules, etc. Bah écoutez, il faudra voir la suite de cette feud pour le titre. On n'est pas à l'abri aussi que T-Bar et Mace continuent à intervenir. En tout cas, voilà, on va continuer à parler de tag team après T-Bar et Mace. Maintenant, on va parler de la nouvelle équipe en vogue à la WWE, n'est-ce pas? Vu que les champions par équipe sont pas là, eh bien, il faut bien changer. Et eh bien, c'est la nouvelle équipe de Randy Orton et de Riddle qui fait les titres de cette deuxième recap de niveau de Raw. Alors, je sais que je suis avec des gens qui aiment bien ça, moi, pas trop. Je vais donner la parole à Maximilien. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette association? Est-ce que pour toi, c'est un oui ou c'est un non après le premier match gagné
cette semaine. Alors, je vais commencer par dire que au début, pour moi, c'était un non. Parce que cette association de catcheurs solo que tout oppose, comment vont-ils faire pour coexister c'est le genre de storyline que j'aime pas trop. Et je m'étais promis de pas tomber dans le piège de la WWE et d'apprécier ce que Randy Orton et Riddle nous proposent. Et ben c'est raté parce que finalement je commence à apprécier la dynamique entre Riddle et Orton et je trouve que c'est l'un des points forts de Raw en ce moment. Il faut bien en trouver et pour moi celui-là c'en est un. Ils ont des styles complémentaires, Riddle qui est très technique et plus aérien que Randy Orton, et Orton c'est le style agressif, lent, méthodique. Je trouve que les deux se complètent très bien. Pareil pour le caractère, Riddle qui est un peu délirant, qui a un petit peu cette gimmick de mec défoncé, qui va très bien avec Randy Orton qui lui est quelqu'un de très posé, de très, comment dire, très, très agressif aussi dans sa manière de se présenter. Et finalement j'ai un peu honte de le dire, mais c'est une association que je commence à apprécier. Alors j'espère juste une chose, j'espère que ils ne vont pas se lancer dans la mare des tag team à Raw qui est pas si profonde que ça, et qui vont quand même continuer de catcher en solo, mais de s'accompagner l'un l'autre. Parce que j'ai peur que si Riddle et Orton font équipe et finissent par décrocher, pourquoi pas, les titres par équipe, détenus par AJ Styles et Omos, qu'on n'a toujours pas vu à Raw, on va vite faire le tour en fait. Alors que je pense que la dynamique de deux superstars solo qui s'associent pour occuper la place de manager de l'autre, je trouve que ça pourrait être plus intéressant. Malheureusement, je pense qu'on part sur une dynamique de réel tag team, parce qu'ils ont affronté Benjamin et Alexander. Donc on partirait là-dessus. Je suis pas trop sûr des possibilités qui s'offrent à eux, parce que je pense que, comme je l'ai dit, on va vite faire le tour. Mais pour ce qui est de oui ou non, pour moi, RK Bro, c'est un oui, et j'en ai honte. Tu sais très bien que la honte n'a pas sa place dans cette émission. Tu es fan de Tamina et on ne te dit rien pour ça, n'est-ce pas? Je suis pas fan de Tamina, je tiens à le préciser. Encore une fois. Une fois de trop. C'est bientôt la fois de trop, PA. Tu n'as pas honte de mentir à notre audience comme ça, c'est terrible. Bref. Auguste, ton avis, toi, sur RK Bro? Alors, pour moi, c'est un grand oui, et je n'ai absolument pas honte, mais de le dire, c'est un oui majuscule. Déjà, la semaine dernière, j'étais vraiment hypé par une possible équipe entre Riddle et Randy Orton. Après, je pensais qu'ils avaient plus misé sur le côté heel et un peu malade mental de Randy Orton pour qu'il le trahisse, mais dès la semaine prochaine, qu'il part dans une rivalité solo. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc ils ont battu les restes du Earn Business cette semaine. J'ai adoré, j'ai bien aimé le match, et j'ai adoré les segments et les jeux, et leur gestuelle. Donc ils ont eu surtout Riddle qui comprend qu'il ne faut pas vraiment en faire trop. Enfin, dans son interview en coulisses, à un moment, il allait dire la phrase de trop. Randy Orton lui dit de fermer sa bouche, et il mime le geste. J'ai trouvé ça génial. Et quand il gagne, Riddle veut célébrer, veut faire un câlin. Orton, il part, mais il le regarde, il accepte de plus en plus. En soi, j'espère quand même qu'ils vont avoir un petit bout de chemin en tag team, même si je sais que ce ne sera pas éternellement, et je pense que à terme, Randy Orton va finir par trahir Riddle et faire un peu ce qu'il avait fait avec la Wyatt Family en 2017, c'est-à-dire, même si c'est pas du tout sur la même dynamique, sur la même histoire, mais s'associer à quelqu'un pour mieux le poignarder derrière. Enfin, une Orton basique. Mais pour le moment, tant qu'ils sont ensemble, je prends mon pied et je profite de cette équipe.
Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis bien seul dans mon déni de cette équipe. Est-ce que Thomas va me rejoindre? Franchement, je pense pas. Thomas, ton avis sur cette nouvelle équipe? Alors, je ne suis pas non plus dans la détestation de cette équipe, mais je vais calmer un peu les ardeurs de mes camarades, parce que je vais rester sur la même longueur d'onde que la semaine dernière, où l'intérêt pour moi de cette équipe, ça va être les promos et ce qui se passe après les matchs. Donc, comme l'a dit Auguste, la fin du combat où il célèbre, où Riddle veut prendre dans ses bras Orton qui s'en va, qui le repousse un peu et qui s'en va avec un sourire en coin. C'est très sympa. Voilà, c'est ce qui m'intéresse dans cette équipe, dont je ne prononcerai pas le nom parce que je trouve ça ridicule. Mais Oh, bon, merci. après, voilà, c'est mon point de vue. Mais après, à voir. Je suis d'accord avec Maximilien sur le fait qu'il ne faut pas qu'ils aillent chercher les titres, parce que déjà, on ne voit pas les champions. Ils ont été obligés de faire une annonce pour dire que les champions seraient là pour la semaine prochaine, normalement. Voilà où on en est. Et Yes. voilà, ça n'aurait pas d'intérêt de les, de les mettre autour des titres tout de suite, parce que ça cramerait directement cette association. Et si Omos et AJ Styles perdent, ça n'a aucun intérêt. Autant Styles s'en remet très facilement parce que c'est AJ Styles. Omos, bah, on l'aurait vu 3 semaines et ce serait réglé. Non, autant les laisser tous les deux dans leur côté. Mais après, je vais attendre encore un peu quand même hein, pour dire si j'aime vraiment ou si ça m'exaspère. On verra. Mais je suis juste content, voilà, j'ai juste envie de voir les fins de combat et le jeu entre les deux. Parce que voilà, c'est deux styles vraiment différents. À voir. Mais je reste pour l'instant dubitatif, comme je l'ai été la semaine dernière. Enfin, quelqu'un avec une vision réaliste des choses. Merci Thomas d'avoir remis la force au bon endroit. On a fini de parler des tag teams. On va maintenant parler de la division féminine de Raw, qui est un beau bordel, n'est-ce pas? On va omettre le match à 6, qui était juste hideux, pour se concentrer sur Charlotte Flair et la WWE, qui a décidé de nous faire passer pour des idiots par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Et à notre débat, Charlotte Flair est déjà de retour. Et oui, Sonya Deville a fait sauter sa suspension contre de plates excuses. Et du coup, Charlotte Flair a déjà combattu à Raw contre Mandy Rose, qu'elle a bien sûr battu. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce retour déjà de suspension? Alors, je m'attendais un peu à voir Charlotte à Raw, mais je pensais que elle serait vraiment hors la loi, alors que pas du tout. Enfin, elle est de mèche avec Sonya Deville. Bon, sur le segment d'excuses, mais j'ai trouvé que dans les faits, s'excuser pour ça, c'était un peu léger parce qu'on rappelle que dans la storyline, il y a quelques mois, il y a 6 mois, Strowman avait été suspendu 4 mois pour la même raison, voire moins, parce que c'était juste un coup de boule sur Adam Pearce. Bon, c'est pas la même justice apparemment. Donc j'ai trouvé que c'était un peu léger, mais j'ai bien aimé mais le moment où Charlotte demande à l'arbitre de s'excuser lui-même et après elle lui répond good boy, un peu même comme un chien. Et j'ai bien aimé ce petit passage-là parce que ça va pas vraiment top heel et arrogante à son extrême. Et j'aime bien voir Charlotte comme ça. Maintenant, j'espère qu'elle sera vraiment utilisée comme tremplin et et elle va permettre d'élever la division et pas de la rabaisser. Bon, ça, j'attends des vrais actes, mais de la WWE peut-être, mais que je rêve un peu, sûrement peut-être. Sinon, c'est et sur son match, mais contre Mandy Rose, bon, elle gagne, logique, hein. Enfin, est-ce que quelqu'un a vraiment cru, mais que Mandy Rose allait battre Charlotte? Je ne pense pas. Donc, un résultat logique sur un match qu'on oubliera très vite. Oui, voilà, on va pas vraiment parler du match, c'est un match plutôt random, entre guillemets. T'as encore une fois parlé de Charlotte Flair tremplin, j'y crois pas une seconde. Elle est pas assez altruiste pour ça, selon moi. Maximilien, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du retour de Charlotte? Qu'on attendait tous, bien sûr.
Ah bah Non, avec impatience. Si vous avez écouté notre débat la semaine dernière, on était tous d'accord pour dire qu'on était hyper impatients de revoir Charlotte. Pas du tout. pas Euh, du tout. Alors, en fait, je vais vous avouer que je suis partagé en fait, parce que ben, je vais rester sur la même lancée que la semaine dernière pendant le débat. J'aurais aimé que Charlotte s'absente un petit peu plus pour qu'elle nous manque, pour qu'elle puisse nous manquer. Finalement, elle n'a pas manqué un seul Raw parce qu'elle a été suspendue la semaine dernière et qu'elle est déjà de retour. Je trouve que c'est dommage. Ils auraient dû pousser un petit peu son retour à 2-3 semaines peut-être. Pourquoi pas après Backlash, pourquoi pas. Donc, elle n'a pas eu le temps de nous manquer en fait. Et ça, c'est un petit couac, un petit bémol. En revanche, je dois dire que même si Raw n'a pas été un show exceptionnel pour la je ne sais combienième semaine d'affilée, le retour de Raw a quand même été pour moi l'un des meilleurs moments en fait. Alors certes j'aurais aimé que ce moment arrive dans 2-3 semaines, mais puisqu'il est là, on va le prendre et je suis... Ben, je m'étonne de dire ça, mais je suis quand même content qu'elle soit là parce que Raw c'est un show qui a besoin de star power et que Charlotte elle a quand même un star power immense. C'est très certainement l'une des superstars féminines les plus populaires. En tout cas, qui a une base de fans. Oula, Attends. oula, Je vais me rattraper. Je vais oula. me rattraper sur ce que je vais dire. C'est une superstar qui a une des bases de fans les plus vocales, on va dire. Et là, je pense que tu peux pas me contredire. Oh, Donc, si je pourrais, mais je vais m'abstenir. c'est gentil, PA. Sois gentil pour une fois. Euh, et donc, on a quand même besoin de ce genre de personnage. Par contre, je suis content qu'elle soit revenue comme heal, qu'elle continue sur sa lancée de heal, parce que c'est le personnage qu'il lui faut actuellement, parce qu'elle serait huée de toute façon. Et surtout parce qu'elle est très forte dans son rôle finalement en fait. Donc voilà, c'est bien qu'elle soit là, j'aurais aimé qu'elle revienne plus tard, mais c'est bien qu'elle soit là. Je pencherai pour dire que que c'est une bonne nouvelle malgré tout. Je sais pas si Maximilien est un état d'ébriété ou pas, mais il dit des choses très peu cohérentes depuis le début de cette émission. On verra si ça va s'améliorer au fur et à mesure, mais pour le moment, c'est un peu bizarre, hein. Non, et je sais, à chaque fois que je dis quelque chose, je suis en colère contre moi-même tellement. Ah ouais, non, Si là tu compares t'abuses. mes paroles à la semaine dernière, par exemple, je suis complètement sur l'opposé du spectre en fait. Donc Ah oui, ah voilà. oui, oui, oui. Ah oui, vous êtes parti, monsieur. Laisse-moi Euh, kiffer Raw un petit peu, merde. ouais, bah bon courage. Je vais te laisser kiffer Hero tout seul, hein? Et on va donner la parole à Thomas, qui, je l'espère, est plus terre à terre concernant le retour de Charlotte Flair. Il va pouvoir dire quelque chose Alors, de cohérent, je sais n'est-ce pas pas? si je vais être terre à terre, mais je trouve mes camarades bien cléments, parce que moi je suis hors de moi quand j'ai vu ça. Ça m'a énervé. La C'est dire, cohérence. ah mais je vais parler de Sonia Deville, de ce pauvre Eddie, qui est le nom de l'arbitre, et de Charlotte Flair et d'autres cette storyline juste après. Il y a un truc qui m'a énervé, c'est que la logique n'a aucun sens à la WWE, on l'a compris depuis plusieurs années, mais le catch, voilà, les résultats sont prédéterminés. C'est un sport divertissement. Et pour que ce soit crédible à nos yeux et à nos yeux en tant que fans, et pour tout le monde dans l'arène et devant la télé ou devant l'écran, il y a des règles, il faut les respecter. Ces règles-là, c'est donc 1, 2, 3, l'épaule au sol. Quand tu touches les cordes, la soumission s'arrête ou le tombé s'arrête. Parmi ces règles, il y a tu ne touches pas un arbitre. Si tu touches un arbitre, fait volontairement, tu es suspendu. C'est simple, c'est clair, c'est dans toutes les fédérations du monde. Depuis, dans mon avis, ça va être depuis l'époque des foires, ça va être comme ça. Tu touches l'arbitre, tu es suspendu. C'est simple, c'est clair, c'est une règle. C'est une règle. Le catch est un sport divertissement. Si tu ne respectes pas la règle de base, comment veux-tu y croire? Là, Charlotte Flair est suspendue indéfiniment, puis c'est pas on la suspend un mois et elle revient, et puis voilà, merci, tu as fait tes erreurs, tu as payé. Pas de souci. Mais là, elle revient, elle est suspendue 2 jours. Elle a dit non, je suis désolé, pardon, bisous. Non, ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça le catch. Là, ça sert à rien. Ça veut dire que là, maintenant, c'est stupide, mais si dans 3 semaines, un autre catcheur, quel qu'il soit, frappe un arbitre, met une claque pour X ou Y raison, il y a 3 semaines, on a vu que Charlotte l'a fait et elle est revenue.
est revenue en étant suspendue 2 jours. Ça n'a aucun intérêt. Comment voulez-vous y Bah, croire? Elle a mis un peu plus qu'une claque. Hein. Bah oui, mais Rien voilà, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que elle est même pas suspendue. Et donc déjà ça m'énerve. Et en plus, je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé sur le ring. C'est Sonia Deville qui est donc qui travaille maintenant en coulisses, qui est là en tant que manager un peu pour gérer tout ce qui se passe en coulisses. Elle qui justifie ça. Comment voulez-vous croire à ce qui se passe? Déjà que Monday Night Raw, c'est compliqué à regarder. C'est une sinécure à regarder. Je sais pas comment tu fais, Maximilien. J'imagine de l'alcool, comme l'a dit PA, parce que je ne vois pas d'autres raisons. C'est pas Mais parce que je là, suis du 62 que je bois, forcément. Je tiens à le préciser. Pourtant, on dit rien. non, mais c'est vraiment faux. Ça m'énerve parce que là, c'est-à-dire que c'est justifié. Et, je veux bien que ce soit Charlotte parce que on sait pas quoi faire avec les titres, donc on va lui donner ses titres. Non, non, non. Là, ça n'a aucun sens. Et puis en plus, je comprends ta position, Auguste, parce que bah oui, elle est heal et a fait ça extrêmement bien. On est d'accord avec une arrogance rarement vue sur un ring. C'est dire quand on a vu Chris Jericho et même Ric Flair. Mais ce pauvre Eddie, j'avais de la peine pour lui, quoi. Et le pire, c'est que Sonia Deville justifie ça en la laissant faire, et ça m'énerve parce que c'est sûr qu'on n'y croit plus. Et là, maintenant, on sait comment ça va se passer. Elle est revenue, elle a battu Mandy Rose de façon express. Elle va aller voir Rhea Ripley qui s'est retrouvée avec Nia Jax et Shayna Baszler, la pauvre. Et en J'avais match dit à qu'on n'en 3. parlait pas. Oui, mais là, je suis désolé. Je suis obligé parce que là, elle s'est retrouvée là-dedans. Elle va vite s'en sortir, évidemment. Mais c'est-à-dire que là, automatiquement, Charlotte Flair elle va arriver, elle va toquer à la porte de Sonia Deville, elle va faire au fait, bon, j'ai tapé un arbitre, je suis revenu, et là, je voudrais un match pour le titre. C'est possible ou pas? Et bien sûr, Charlotte, on va appeler Rhea Ripley, on va te faire un match à Backlash. Ça va être bien. Et comme ça, tu vas gagner, tu vas enterrer Rhea Ripley, qui est arrivée dans le main roster il y a à peu près 3 semaines. Donc, non, ça m'a énervé. Je refuse de voir ça. Et je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière dans le débat. Ça m'a énervé. Je ne voulais pas la revoir au moins pendant 3 mois. Résultat, elle est revenue la semaine d'après. Bref. Voilà, la logique à la WWE n'a pas sa place. Tant pis. C'est comme ça. Merci Thomas d'avoir remis la vérité à sa place, ou comme on dit quand on est très très jeune, l'église au milieu du village. Au centre du village. Oui, super, on a les mêmes rêves, c'est merveilleux. Nous avons tous 58 ans dans cette émission, c'est bien connu. Je vais tout de suite arrêter mes bêtises parce qu'on va arrêter de parler de Raw, donc les bêtises c'est fini. Et on va donc laisser Maximilien nous parler de l'AEW, cette fédération qui a maintenant le monopole des mercredis suite au retrait de NXT au mardi. Maximilien, c'est quand tu veux pour ton récap de l'AEW. Eh ben écoute, si c'est quand je veux, ce sera maintenant. C'est très bien que nous ayons terminé le récap de Raw par un peu de sel, puisqu'on va tout de suite contraster ça avec une petite douceur sucrée avec l'épisode de Dynamite du 28 avril. Commençons tout de suite avec le main event de la soirée. Nouvelle défense de titre pour Darby Allin, le champion TNT, qui comme toutes les semaines met sa ceinture en jeu dans le dernier combat de la soirée. Cette fois, c'est contre Ten, le membre du Dark Order, que Allin conserve son dû grâce à un finish intelligent. Alors qu'il tente un springboard coffin drop, il est contré par une full Nelson qu'il parvient à transformer en roll-up aidé du coin. Pour avoir une petite image de ce finish, Shades of Roddy Piper contre Bret Hart à WrestleMania 8. Un combat très agréable et un championnat TNT géré d'une main de maître. D'un champion à un autre, vous n'êtes pas sans savoir que Kenny Omega a remporté le championnat mondial d'Impact Wrestling lors du pay-per-view Rebellion et qu'il est devenu par la même occasion triple champion puisqu'il détenait déjà le championnat de la AAA au Mexique et aussi le championnat mondial de la AEW. Omega est une véritable cible mouvante et cela se traduit par une attaque du duo Eddie Kingston et Jon Moxley, ce dernier étant l'ancien champion de la fédération de Tony Khan. La semaine prochaine, nous aurons droit à un match par équipe Kingston et Moxley contre Omega et Michael Nakazawa. Surprise à Dynamite puisque le numéro 1 au classement AEW a perdu son premier combat de l'année 2021. Hangman Adam Page a été défait dans l'opener par Brian Cage suite à une attaque d'avant-match, un résultat qui va faire du bien à toute la Team Taz dont Brian Cage fait partie, le clan ayant perdu ses 2 combats la semaine dernière. On passe d'un bon combat à un super combat, probablement le combat de la soirée tout simplement. Duel de fratrie
entre l'équipe de Matt et Mike Seidel et celle de Nick et Matt Jackson, équipe que l'on connaît sous le nom de Young Bucks. Si les frères Seidel remportaient le combat, ils décrochaient un match pour les ceintures détenues par les Bucks, mais il n'en est rien. Ces derniers repartent avec la victoire. Que ces Bucks sont bons lorsqu'ils sont dans un rôle de heels, tellement cela leur correspond, ça paraît tellement naturel. Mais ce n'est pas tout pour ce segment, puisque les champions ont été défiés après le combat par Frankie Kazarian et Christopher Daniels. On devrait donc très prochainement avoir droit à un match entre SCU et les Young Bucks. Ça devrait être tout bonnement magique, je vous le dis. En bref, le retour à Dynamite de Cody Rhodes surgissant de son quart pour attaquer QT Marshall après un combat en trio opposant The Factory composé de Marshall lui-même, de Nick Comorodo et de Aaron Solo à la Nightmare Family représentée par Dustin Rhodes, Lee Johnson et Billy Gunn. Le retour de Cody Rhodes, ça va faire parler, mais ça reste une bonne nouvelle pour Dynamite qui récupère un de ses acteurs principaux, tout simplement. Double victoire pour le clan des Best Friends, Orange Cassidy parvenant à se défaire de Penta El Ceroem, qui à titre personnel est devenu un de mes catcheurs préférés ces derniers temps, et Chris Statlander obtenant une belle victoire contre Penelope Ford. Passons désormais au gros événement de la soirée. Nous sommes à quelques jours seulement de Dynamite Blood and Guts et nous avons eu droit cette semaine au pourparlers entre The Pinnacle et The Inner Circle qui s'affronteront dans un match similaire aux War Games. Et cette semaine, la guerre des mots a réellement fait monter l'impatience chez les fans. Parmi les highlights de ce segment, Sammy Guevara qui traite Shawn Spears d'échec à la fois à la AEW et chez son employeur précédent, clin d'œil à la WWE, ça joue, dit l'arbitre. Dax Harwood et Cash Wheeler qui conseillent à Santana et Ortiz d'embrasser très fort leur famille et de leur dire qu'ils ne reviendront peut-être pas à la maison tant le combat sera violent. MJF qui remercie Chris Jericho d'avoir attiré tant d'yeux sur le produit AEW mais qui le menace de prendre sa place au sommet de la montagne. Et enfin Jericho lui-même prévenant The Pinnacle que l'été arrivera en avance et qu'il sera synonyme de violence et de douleur pour le clan de MJF. Blood and Guts pour rappel, une cage, 2 rings, 5 minutes de 1 contre 1 avant qu'un nouveau participant n'entre sur le ring toutes les 2 minutes. Le seul moyen d'éliminer son adversaire, le faire abandonner. Nous sommes impatients d'assister à cet affrontement et je conseille à tous de jeter un coup d'œil à Dynamite chaque semaine, ça en vaut toujours la peine. C'est un petit peu, un moyen de se soigner après avoir subi 3 heures de Monday Night Raw. Les tops et les flops de AEW Dynamite, c'est sur WeSportFR.com. Eh bien, merci Maximilien pour ce point sur l'AEW, ma foi, très convaincant, il faut l'admettre, même si ce Blood and Guts match me rappelle beaucoup un certain War Games, mais ce n'est que mon avis, bien sûr. Je ne veux pas lancer de polémique, et donc je vais tout de suite changer de sujet, bien sûr, comme font les plus grands politiques, n'est-ce pas, pour parler des news de la semaine. On en a 3 cette semaine, comme la semaine dernière, et on va commencer avec du nouveau en backstage à la WWE. Jason Jordan, l'ancien membre d'une équipe avec Chad Gable et le nouveau producteur en chef de Raw et de SmackDown. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne nouvelle? Je vais commencer avec Thomas. Alors, une bonne nouvelle pour lui, oui, déjà, parce qu'il a retrouvé un poste et c'est un poste important, producteur en chef. Surtout, il est jeune, hein. C'est quand même c'est un jeune catcheur. Et là, bon, désormais pour l'instant sur la touche, mais bon, à voir. Je sais pas trop quoi en penser, car autant quand Shawn Michaels ou Dean Malenko, des catcheurs comme ça sont devenus producteurs, on sait de quoi ils sont capables. On sait que les matchs qu'ils écrivent, qu'ils travaillent avec les catcheurs sont bons, parce que eux ont quand même eu une très bonne carrière de catcheur, même au niveau des promos, hein, on l'a vu quand Shawn Michaels a été à NXT faire le producteur quelque temps pendant que Triple H était absent, c'est lui qui avait fait quelques matchs. On avait vu la qualité, même des promos, il y a quand même eu une qualité augmentée, même si NXT a toujours été excellent. Après, Jason Jordan, on ne sait pas trop de quoi il est capable. On ne l'a pas vu assez longtemps, malheureusement, il s'est blessé gravement. Donc, je suis curieux, et ça peut difficilement être pire que ce qu'on voit actuellement sur certains shows, Monday Night Raw en tête. Mais ça peut aussi être une très bonne surprise ou dans la même lignée. Donc, je suis curieux de voir. J'ai confiance en lui. Il était très bon sur le ring, donc il peut montrer quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas aussi travailler avec Tyson Kidd, qu'on a vu
aussi en tant que producteur qui a produit de très beaux matchs. Donc, curieux surtout. J'ai hâte de voir la suite. J'ai pas trop d'avis, mais j'ai hâte de voir la suite. De la curiosité pour Thomas, voyons voir ce que pense Auguste de cette annonce de ce nouveau producteur en chef. Eh bien, je suis déjà très content pour lui, mais qu'il ait eu une promotion. Et puis, je pense que ça peut faire que du bien aux superstars concernés, car il est jeune, il a sûrement d'autres visions du catch beaucoup plus actuelles que les anciens qui étaient à ce poste-là. À mon avis, ça va ramener un peu de fraîcheur dans les shows, bien qu'on ne soit pas dupe et que ce sera toujours Vince qui aura le dernier mot. Mais je pense que ça peut faire que du bien au roster de la WWE. Et puis pour lui, ça lui permet de rester dans le monde du catch d'une autre manière, parce que je crois qu'il a une blessure à la nuque très grave et que un retour sur le ring est quasiment impossible. Après, on a vu ces dernières années avec Edge et Daniel Bryan que même avec une grave blessure, on pouvait revenir si le créature en voulait vraiment, mais ça se compte en plusieurs années. Donc, s'il souhaite me remonter sur un ring, ce ne sera pas avant au moins 2 ans, 3 ans. Et qu'il ait ce rôle-là à l'intérieur de la compagnie, c'est une très bonne chose. Et ça va bénéficier à tout le monde, je pense. J'ai laissé Maximilien reprendre son souffle après sa magnifique chronique sur la WWE. Il va maintenant pouvoir vous parler de ce qu'il pense de Jason Jordan. Que d'éloges, merci PA. Jason Jordan producteur, moi c'est un changement que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un garçon qui, à mon avis, va vouloir prouver qu'il aurait pu apporter énormément sur le ring en s'occupant un petit peu de ce qui se passe en backstage. C'est vrai que, comme mes collègues l'ont rappelé, c'est une carrière qui a été écourtée. C'est très dommage parce que c'était très prometteur. Si l'on s'en fie à la qualité des matchs produits par d'anciens catcheurs eux-mêmes, je pense à Tyson Kidd par exemple, ou David Finlay, ça va être de la qualité. Et je pense que Jason Jordan, c'est quelqu'un qui, comme il l'a prouvé dans le ring avec American Alpha, qui a un œil particulier pour cette discipline, il sait ce qu'il fait clairement. Donc le fait qu'il soit producteur en chef de Raw, ça me met en joie tout simplement, parce que c'est un show qui en a besoin, qui a besoin de qualité dans la production. SmackDown un peu moins, mais cela dit, pourquoi pas tenter d'apporter sa contribution et d'améliorer le show, ou en tout cas conserver cette qualité de semaine en semaine, parce que SmackDown ça reste quand même un show très solide. Je suis impatient de voir quelle sera la patte Jason Jordan, si on verra une réelle différence dans ce qui se passe. Mais c'est quand même super qu'on lui ait trouvé un rôle, une promotion, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par le catch et dont la passion a été écourtée par une blessure, une très grave blessure. Moi je lui souhaite de réussir. Je sais que c'est pareil pour Gus et Thomas. On lui souhaite tous de réussir, parce que c'est quelqu'un qui mérite. Et voilà, je suis impatient de voir quelle sera la patte Jason Jordan. C'est vrai que c'est plus Raw qu'on a besoin, mais SmackDown a un atout qui s'appelle Polyman, bien sûr, et ça aide à construire de bons shows. On enchaîne tout de suite avec la deuxième news qui concerne un ancien de la WWE. On connaît le prochain combat d'Andrade, on connaît l'adversaire, et c'est Alberto Del Rio. Alors c'est une nouvelle qui a fait grand bruit. On connaît les déboires d'Alberto Del Rio en dehors du ring. Est-ce que vous êtes content de revoir Andrade sur un ring? Ça, je pense que c'est assez évident. Mais est-ce que vous auriez préféré qu'il ait un autre adversaire, peut-être un peu plus, je ne sais pas, un peu plus respectable peut-être, même si c'est un peu méchant. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de ce prochain combat pour Andrade? Oui, je suis très content de le revoir sur un ring. Donc ça sera le 31 juillet prochain. Alors j'ai plus le nom du show exact, mais ça sera chez lui au Mexique. Donc il affrontera Alberto Del Rio, appelé Alberto El Patron, sur le circuit indépendant.
je crois que ce match est possible parce que le procès d'Alberto Del Rio est repoussé à plus tard du coup. Et donc du coup, ça a permis à ce match de voir le jour. Alors c'est sûr que j'aurais préféré que pour le premier match de Andrade hors WWE se fasse contre un autre adversaire. Parce qu'en plus, on sait que lors de ce show, il y aura Kalisto et Primo et Pico, anciennement de la WWE. Après, je connais pas mes autres noms qui sont sur la carte, mais bon, n'importe lequel aurait fait le taf. Après, mais d'un point de vue strictement sportif, c'est quand même une grosse affiche. Je pense que ce sera le main event du show. Et je pense que ça va faire parler et ça va faire vendre. Et d'un point de vue purement sportif, le match sera bon parce que les deux sont très bons dans le ring. Après, vu les comportements hors du ring de Alberto, bon, c'est peut-être pas une bonne chose pour Andrade d'être associé à lui dès ce premier match dans l'Indie. On verra bien ce qui va se passer lors de ce match. Maximilien, toi, petit commentaire là-dessus, rapidement. Je suis impatient de revoir Andrade dans le ring, cela dit, pas parce que Andrade il est super talentueux et j'aurais aimé que ça fonctionne pour lui à la WWE. Cela dit, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette décision d'effectuer son retour à la compétition contre quelqu'un d'aussi décrié et une personnalité aussi controversée qu'Alberto El Patron. J'ai du mal à comprendre. Alors, il y a une partie de moi qui est impatiente de suivre le combat. Par contre, j'exècre Alberto Del Rio, donc je vais même pas dire que je suis partagé parce que c'est pas vrai, c'est pas un combat que j'ai envie de voir. C'est un combat qui sera très certainement très bon, mais que j'ai pas envie de voir parce que j'aurais aimé qu'Andrade effectue son retour dans le ring contre quelqu'un qui en vaut la peine. Or, Alberto n'en vaut pas la peine, je pense, très, très sincèrement. On connaît tous les déboires judiciaires qui sont associés à Del Rio depuis quelques années, notamment pour des violences conjugales. C'est une décision qui est difficile à comprendre pour Andrade parce que sa réputation en prendra un coup aussi. De facto, je pense que Andrade va avoir sa réputation ternie par cette décision. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre. Après, voilà, si on met de côté tout ce qui est hors du ring, oui, ça va être un super combat, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute sur la qualité du combat, effectivement. Thomas, petit commentaire rapide sur ce match qui arrive prochainement. Déjà, c'est juste pour information, la fédération s'appelle la Nation Lucha Libre. Voilà. Tu n'avais plus le nom, Gus, je te le donne. La Nation Lucha Libre, voilà. Après, concernant le match, ça va être un bon match, évidemment. Ensuite, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par rapport à Alberto. On connaît tous l'histoire. On n'a pas trop envie de s'attarder dessus. Il a fait ce choix-là. Je pense que c'était surtout un choix pour revenir chez lui, au Mexique. Ça, c'est un peu compliqué en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe au Mexique par rapport à la crise sanitaire. C'est peut-être plus compliqué par rapport à la CMLL ou à la AAA. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être la seule aussi qui permettait d'avoir du public ou d'avoir autant de monde, de beaux noms sur l'affiche. Ça va faire vendre, c'est sûr. Ça va être un bon match aussi. Est-ce qu'il aurait pu avoir un autre adversaire? Oui. Mais après, je ne sais pas trop quoi dire dessus. C'est surtout pour lui qu'on va s'intéresser à ce combat. C'est moins pour Alberto désormais qui est loin des radars et tant mieux. Voilà, c'est plus pour lui, encore une fois. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre adversaire de son standing, en fait. C'est ça qui fait que c'est Alberto contre Andrade. C'est qu'il n'y a pas d'autre adversaire au Mexique qui ait un standing aussi important que celui de Andrade. D'où cette confrontation. Après, chacun sera juge. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. On va donc passer à la dernière news de l'émission de cette semaine. Et c'est les idées de Chelsea Green. Alors avant de se faire envoyer malheureusement de cette triste date il y a 2 semaines maintenant,
enfin juste après WrestleMania, Chelsea Green avait apparemment pitché pas mal d'idées pour essayer de redynamiser son personnage qui en avait besoin après de nombreuses blessures malheureusement. Notamment 3 idées qui ont été retenues et qui ont fuité entre guillemets. Être une prêtresse pour le personnage de Seth Rollins, la petite amie de Dominic ou alors une membre des Iconics qui se serait reformée pour former les Tri-Iconics, donc un trio de Iconics. On va aller assez vite là-dessus, mais j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées? Par exemple, toi, Maximilien, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'elle aurait pu s'introduire dans l'une de ces 3 personnages? Ah bah complètement, je vais pas parler de celle qui me bottait un petit peu moins. Par contre, j'aurais adoré voir Chelsea Green intégrer le clan de Seth Rollins pendant qu'il était le Messie. Je pense que si elle s'était donnée à fond dans le personnage, et c'est complètement ce genre de personne, on aurait eu droit à des segments mais des plus divertissants avec Chelsea Green en prêtresse du Messie Seth Rollins. Maintenant qu'on a connaissance de ces idées qui ont été pitchées par Chelsea à Vince McMahon directement, je suis encore plus déçu qu'elle ait été libérée de son contrat parce que ça aurait été immense. J'étais fan des Iconics tels quels, je pense pas que avoir une 3e membre ça aurait été nécessaire. Je vais même pas parler de l'idée d'être la copine de Dominic Mysterio parce que voilà, ça aurait été. Je pense pas que ça aurait été une bonne idée. Par contre, prêtresse de Seth Rollins, mon Dieu que j'aurais aimé voir ça. Ça aurait été tout simplement génial, je pense. Ah, c'est vrai que les 3 idées auraient été cool à voir. Alors effectivement, certaines moins que d'autres. Je te regarde très fort, petite amie de Dominique, mais non, les 2 autres sont alléchantes à un minimum. Thomas, toi, est-ce que tu aurais aimé voir l'une de ces idées et est-ce que tu es un peu déçu du coup qu'on les verra probablement jamais? Comme Maximilien, l'idée de la prêtresse du clan de Seth Rollins aurait été vraiment très fun, très intéressante, beaucoup et très divertissante. Ça aurait vraiment été cool à voir ça. Parce que toute l'idée pardon, autour de l'idée du Messie, déjà c'est intéressant. On peut aller très loin avec une idée comme ça. Ça aurait, avec en plus un clan important et une prêtresse qui serait partie tellement loin, ça aurait été vraiment très fun. Après les Iconics, moi j'ai jamais été ultra fan, donc ça m'aurait pas vraiment intéressé. Et après Dominique, la petite amie de Dominique, bon, les comment ça s'appelle, les storylines amoureuses, c'est jamais bien. C'est franchement à 2 exceptions près, Lita, Edge, Matardi, c'est tout. C'est jamais fun. Et pauvre Rey Mysterio qui aurait vu sa fille avec Murphy, qui est quand même à peine majeur, hein, on le rappelle, Alia. Et Dominique avec Chelsea Green, le pauvre, ça aurait été une horreur pour lui. Mais sinon, après, oui, c'est dommage qu'elle soit partie pour ça, parce que moi, elle avait des idées à proposer, alors que certains, on sait, ils se contentent de ce qu'ils ont, et c'est dommage, alors qu'au moins, elle propose. Donc, voilà, dommage, mais au moins, elle avait quelque chose. On comprend pourquoi elle y était de base. Donc, c'est déjà sympa. Exactement. C'est vrai que au moins elle se donnait de backstage. On n'a pas vraiment eu le temps de la voir dans le ring malheureusement à cause de ses blessures. Toi, Auguste, une petite réaction rapide sur ces idées, ces 3 idées-là? Oui, bah, je suis globalement d'accord avec ce qu'ont dit Maximilien et Thomas. Enfin, la meilleure idée aurait été prêtresse avec Seth Rollins parce que Rollins manque cruellement de monde avec lui mais que ce soit en Messi ou là en leader, on embrasse la vision, mais sauf que là il y a plus personne. Enfin, au tout début de son personnage, il y avait AEP et Murphy. Enfin, ils étaient 4, puis après AEP se sont fait virer. Donc il y a que Murphy, il y a eu Austin Theory. Donc même à 3, c'était cool. À 2, ça a été encore, même si ça a très vite tout tourné en rond, mais là seul, il est moins crédible. Bon, heureusement, c'est Seth Rollins, du coup, dans le ring, au micro, ça assure grave. Mais son personnage en soi, on n'a pas envie mais de croire en quelqu'un qui a. Enfin, on n'a pas envie de se ranger du côté de quelqu'un qui n'attire plus personne. Et pour les deux autres idées, bon, ça a été très, très temporaire, je pense. Ça serait pas inscrit dans le long terme, mais ça aurait pas amené grand-chose, que ce soit à Chelsea Green ou à Dominique ou aux Iconics. Donc bon,
Mais là, je rejoins tout Thomas. Au moins, elle est force de proposition. Elle est déterminée. Elle a envie. Bon, c'est dommage que elle soit plus à la WWE maintenant. Maintenant, elle va finir chez Impact, rejoindre son homme. Que grand bien lui fasse. C'est très probable. Après donc ces 3 news, nous allons passer au débat de cette semaine. Cette semaine, c'est un débat qui va porter sur le SmackDown de ce soir. Comme je viens de le dire, on tourne cette émission, on l'enregistre vendredi soir, donc on n'a pas encore vu ce qui s'est passé à SmackDown. Quand vous écouterez ce passage, vous serez normalement dimanche. Donc vous auriez vu, nous on est dans l'inconnu total, nous allons parler de ce qu'il va se passer, enfin ce qu'il va peut-être se passer, on ne sait pas, entre Daniel Bryan et Roman Reigns ce soir. Petit rappel très rapide, la semaine dernière, Daniel Bryan et Cesaro ont titillé le champion universel tout le show pour que ce dernier accepte le challenge du Suisse. Au final, à la fin du show, Roman Reigns n'a pas accepté le challenge de Cesaro, lui disant qu'il ne méritait pas une chance pour son titre universel et que c'est lui qui donnait les ordres et les challenges, et il s'est tourné vers Daniel Bryan en lui disant « J'ai un challenge pour toi, je te donne une dernière chance d'être champion, mais quand tu vas perdre, je ne veux plus te voir du tout à SmackDown. » Le match se déroule ce soir dans le main event de SmackDown. Donc messieurs, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir le bal avec Thomas. Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce main event et quel est ton pronostic? Qu'est-ce qui va se passer? Un nouveau champion ou alors la fin du Yes Movement dans le show bleu? Alors déjà, ça va être un match énorme, obligatoirement, on le sait déjà, ça va être génial. Après le challenge de Roman Reigns, ça c'est une challenge de champion. Voilà, ça c'est ce que fait le chef de tribu. C'est comme ça qu'on dirige un show. Et c'est incroyable, je trouve ça génial. Franchement, Roman Reigns, quand il est en heel comme ça, j'adore. Et après, sur ce match, je vais dire un pronostic. Je pense que Cesaro va intervenir. Parce que ça fait quand même 2 semaines se fait snober par Roman Reigns et de manière assez violente. La première fois, il a même pas regardé, il est parti, il lui a tourné le dos, il est rentré au vestiaire, il a laissé tout seul comme un idiot sur le ring avec son micro. Et là, il lui dit qu'en gros, il le mérite pas. Tu mérites pas, je ne sais pas qui tu es, retourne chez toi. Donc à un moment, je pense que ça peut quand même énerver Cesaro et il peut intervenir. À l'avantage de Bryan ou de Roman Reigns, je ne sais pas, ça dépendra du match, de la fin du match, de ce qui va se passer à la fin, si c'est la préparation pour un spear ou pour un yes-lock. On verra à ce moment-là. Mais déjà, je vois une intervention de Cesaro parce que soit il intervient et il fait renvoyer Daniel Bryan, soit il intervient et donc il permet à Daniel Bryan de remporter un titre ou de faire un no contest ou une double disqualification, peu importe, et ça amène à un triple menace. Peut-être pas Backlash pour après, et ça peut être vraiment très sympa. Et moi, je veux que Cesaro en fait intervienne, parce qu'il se fait snober de 2 semaines de suite. Quand on vient pour le titre, on ne veut pas se faire snober, parce qu'il a pas eu le temps de parler là. Donc voilà, laissez-le faire. Je vois un gros match avec une intervention de Cesaro. Voilà, j'annonce intervention de Cesaro. Je trouve ton raisonnement très intéressant, Thomas, et je vais te rejoindre. Je pense que Cesaro va intervenir, il est vénère, et parce que ça fait 2 semaines qu'il se fait snober, et même s'il supporte Daniel Bryan au moment où Roman Reigns a proposé le challenge à Daniel Bryan, c'est lui qui l'a incité à accepter. Je pense que Cesaro peut intervenir et mettre un bon gros uppercut à Daniel Bryan, histoire de dégager la voie tout simplement. Donc j'aimerais bien que ça arrive, voilà, on est d'accord. Maximilien, toi, un petit pronostic peut-être ou juste une envie? Alors, un pronostic et une envie, et je vais complètement vous rejoindre. Alors c'est dommage parce que c'est un débat, donc il faudrait qu'il y ait de la contradiction à un moment. Mais je pense aussi que Cesaro va intervenir, et pour moi ça va se finir en... Comment dire? En fait c'est là que je ne sais pas. Je ne sais pas qui va être avantagé, qui Cesaro va décider de s'attaquer, parce qu'il a des raisons de s'attaquer aux deux, à la fois à Bryan et à Reigns. Reigns parce que il lui a un petit peu, comment dire, il lui a fait comprendre qu'il n'était pas à la hauteur, et Bryan parce qu'il lui a pris sa place de potentiel challenger.
Je suis très impatient de voir ça. Allez, je vais prendre une décision forte et je vais dire que c'est Daniel Bryan qui va ressortir vainqueur après l'intervention de Cesaro. Et que plus tard, on aura droit à un super affrontement entre Daniel Bryan et Cesaro. Tout simplement parce que ce WrestleMania était peut-être le dernier WrestleMania de Daniel Bryan. Daniel Bryan arrive à la fin de son contrat à plein temps à la WWE. Et je pense que Daniel Bryan a envie de changer d'air un petit peu. C'est pour cela que je pense qu'on aura droit à un dernier règne de Daniel Bryan en tant que champion du monde. Et je pense que l'idée, c'est qu'il termine sa carrière face à un adversaire du calibre de Cesaro qu'il connaît depuis presque 3 décennies. Ça fait très très longtemps qu'ils catchent tous les deux et ils se sont déjà croisés maintes et maintes fois sur le circuit indépendant. Et je pense que ce serait pour Daniel Bryan la fin de carrière idéale que de repartir face à un adversaire contre Cesaro. Pourquoi pas pour lui passer le titre, parce que je pense que Daniel Bryan c'est quelqu'un qui est attaché aux traditions et que la tradition veut que avant de prendre sa retraite on perd son dernier combat. Donc moi c'est l'idée que je me fais de cette potentielle fin de carrière de Daniel Bryan. Est-ce que je m'emporte? Peut-être, c'est peut-être pas du tout ce qui va se passer, mais puisque c'est un débat et qu'on peut donner nos idées les plus, les plus osées, et ben, mon idée osée c'est celle-là, c'est que Daniel Bryan profitera d'une intervention de Cesaro et que plus tard, on aura droit à un super combat entre Daniel Bryan et Cesaro. Alors, ça n'entachera en rien, pour moi, le personnage de Roman Reigns, qui reste le catcheur le plus solide de SmackDown, peut-être même de la WWE. Il rebondira très très vite et retournera vers sa ceinture, hein. C'est parce que cette ceinture-là, ce titre universel n'a jamais eu autant de valeur que depuis qu'il est détenu par Roman Reigns. Mais une petite période sans championnat, ça pourrait aussi éviter qu'on se lasse. Donc voilà pour mon point de vue. Cibler un producteur en chef, s'il vous plaît, à la place de Jason Jordan, déjà. Donnez-lui le pouvoir. Je veux voir ça. Ça va être Roman incroyable Reigns, ce qui se passe. bof. Non, bof. Pour moi, il est toujours en état d'ébriété. Non, ça va. Non, ça va en vrai. Je suis méchant. Alors, je veux rassurer tout le monde, je suis sobre. N'écoutez pas PA, n'écoutez jamais PA, s'il vous plaît. Jamais. Écoutez, moi, je suis la voix de la raison. Je ne mentirai jamais à mes auditeurs favoris, bien sûr. Alors, certains n'ont pas autant d'éthique que moi. Bref, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas parlé sur ce sujet, et c'est Auguste, donc on va lui laisser la parole. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour ce soir, entre Roman Reigns et Daniel Bryan? Alors, moi, je vais jouer un peu le rabat-joie. Pour moi, peu importe comment le match se termine, Roman Reigns sera encore champion à la fin du show. Pour moi, c'est une évidence. Par contre, par quel moyen? Je pense que le match de toute façon ne va pas se dérouler mais de manière fluide. Il y a forcément des interventions, que ce soit de Cesaro ou de Jey Uso, ou même Paul Heyman, mais qui serait l'arbitre, on ne sait pas. Mais je pense que Reigns va conserver son titre, mais que Bryan va rester à SmackDown. Alors soit l'un des deux perd par disqualification ou par des comptes, et donc du coup ça va pas une victoire propre, et on a un nouveau match entre les deux plus tard. Soit on a une égalité, genre un double décompte ou un tombé foireux où les deux se font, où les deux ont les épaules au sol et se font le tomber mutuellement. Enfin, une fin pas clean, vraiment, mais qui n'atteste pas une véritable défaite de Daniel Bryan. Ou alors, on part encore dans autre chose avec la WWE et sa logique, parce que au final, la stipulation, si Bryan perd, il doit quitter SmackDown, c'est pas la WWE mais qui l'a choisi, c'est Roman Reigns. Et dans la
dans la présentation du match, enfin, je ne crois pas, mais que cette règle a été vraiment annoncée clairement. Donc, je pense que même si Daniel Bryan perd clean, il y a toujours un moyen de le faire revenir un peu en Tunsum. Et même si on sait que son contrat se termine bientôt et que la prolongation n'est pas encore actée, je ne pense pas qu'il va remporter le titre, mais je pense qu'il va continuer de graviter autour de Roman Reigns et Cesaro. Pourquoi pas pour être le manager mais de Cesaro, ou au moins parler pour lui, vu qu'au Cesaro, vu qu'au micro Cesaro, c'est pas ça encore. Mais je pense que l'objectif à la terme, c'est que Cesaro soit le nouvel aspirant au titre et qu'il soit bien solide. Et pour ça, Reigns doit conserver son titre en battant Daniel Bryan, mais d'une manière pas clean comme il l'a fait depuis qu'il est champion. Et au moins, ce sera vraiment autour de Cesaro, et on a un match. Et même si je pense pas, mais que Cesaro sera celui, mais qui mettra un terme au règne de Roman Reigns. Pour être totalement honnête, j'ai l'impression que celui qui va battre Roman Reigns n'est pas encore né pour le coup. Si on part sur ça. Thomas, t'as quelque chose à rajouter toi sur ce match et sur les enjeux? Oui, bah c'est plus par rapport à ce qu'a dit Maximilien, comme quoi si Reigns perd le titre, ça n'entachera pas, ça lui fera pas perdre comment dire, en prestige, crédibilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Je suis pas d'accord avec toi parce que si Reigns perd son titre, que ce soit contre Bryan ou même avec une interférence de Cesaro, alors que lui a Jey Uso, il a Paul Heyman, et même il peut ramener Jimmy avec une béquille, ça perd en crédibilité parce que c'est-à-dire que dès qu'il y a un enjeu en plus, il est pas là, quoi. Donc ça serait problématique pour lui, je trouve, parce que en tant que chef de tribu, en tant que voilà, the head of the table, il doit pouvoir se sortir de tous les guet-apens, même si il y a Cesaro qui vient ramener sa fraise pour ça. Donc je trouvais que même si Reigns, pardon, perd le titre, il perd en crédibilité directe. Donc faut pas qu'il perde le titre. Mais je veux juste voir aussi Cesaro, en fait. Je suis un peu entre les deux, quoi. Parce que Reigns n'a jamais été aussi intéressant qu'il n'allait maintenant. Et j'ai envie de voir Cesaro parce que Cesaro le mérite. Mais est-ce que Cesaro est assez bon pour battre Reigns avec les Usos derrière lui et Paul Heyman, et aussi pour devenir un vrai champion, quoi. Parce que là, comme tu l'as dit, Reigns, le titre universel n'a jamais été aussi intéressant que depuis que Reigns l'a autour des hanches. Et est-ce que Cesaro peut tenir la comparaison? Je sais pas. Mais après, ça va être un peu aussi le fil rouge des prochains SmackDown. Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Thomas sur le fait que si Roman Reigns perd ce soir, ça va alors ça va pas ruiner son personnage, pas du tout, mais ça va un peu le décrédibiliser, dans le sens où c'est un peu lui qui a lancé le challenge, quoi. Et que lancer un challenge et le perdre, ça fait passer un peu pour un con, désolé de le dire, mais voilà. Donc non, je pense que Roman Reigns va rester champion. Maintenant, est-ce qu'il va rester champion clean, c'est-à-dire où il va battre par tomber Daniel Bryan, même s'il y a eu sa intervention, ou alors est-ce que ça va être une espèce de soum-soum, comme a dit Auguste, et que au final Bryan va réussir à rester à SmackDown quoi qu'il arrive, on ne sait pas encore en tout cas. Quelqu'un a quelque chose à rajouter peut-être sur ce main event de SmackDown qui s'annonce énorme? Non, pas forcément. Si ce n'est que, voilà, ça va peut-être le décrédibiliser un peu, mais pour moi, c'est une crédibilité qui peut très vite se retrouver. Donc je pense pas que ça aura un si gros impact sur Reigns. Bon, après, je dis ça, je vous ai sorti mon scénario, je reste dubitatif par rapport au fait qu'il soit réalisable. C'est surtout ce que j'ai envie de voir. C'est pas forcément un pronostic, c'est ce que j'ai envie de voir. Je pense que quand on sortira de SmackDown cette nuit, Reigns sera toujours champion. Mais j'ai envie de croire à un renversement de situation.
Eh bien, on verra dans 4 heures, ce sera la fin de SmackDown. Et moi, je le verrai en live parce que, bien évidemment, je reste en live pour SmackDown en espérant de voir. Et oui, il fallait bien que je place Sacha Banks. Je l'avais pas fait. Quand même, faut bien placer la meilleure catcheuse féminine de tous les temps. C'est un autre débat qu'on fera dans une autre émission, ne vous inquiétez pas. En attendant, on va clôturer celle-ci. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette petite émission catch. Encore une fois, un grand plaisir d'avoir été parmi vous pour décrypter l'information de cette semaine niveau catch. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. J'espère que mes 3 compères auront pris du plaisir également et que vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez pris du plaisir à l'écouter. Et sur ce, on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Au revoir.